Bonjour, c'est Hélène Richter. Bonjour, c'est Clément Bresse. Cet été, nous serons les deux voix françaises des Jeux olympiques de Paris. Bienvenue sur Athlètes mondiaux. Salut tout le monde, bienvenue sur Athlètes mondiaux. Cette semaine, je vous propose un nouvel épisode hors série. À quelques semaines des Jeux de Paris, j'ai le plaisir de recevoir Hélène Richter et Clément Bresse, qui seront tous les deux les voix françaises de l'athlé au Stade de France. Dans cet épisode, Hélène et Clément nous parlent évidemment de l'expérience unique qu'ils s'apprêtent à vivre, mais aussi du parcours qui leur a valu qu'on la leur propose. Ils reviennent également sur les différentes facettes de ce qu'ils ne considèrent pas comme un métier, mais comme une passion, vécue en parallèle de leurs professions respectives de prof d'anglais pour Hélène et de responsable de centre de formation pour Clément. J'espère que ce nouvel épisode Portrait croisé vous plaira. Pour info, nous l'avons enregistré le 25 avril 2024. Bonne écoute! Bonjour Clément, bonjour Hélène, bienvenue sur le podcast. Bonjour. Bonjour. Je suis très contente d'enregistrer cet épisode avec vous en ce début de saison 2024 qui s'annonce mémorable pour beaucoup de Français et pour vous peut-être encore plus. Vous êtes dans quel état d'esprit ? Là, moi, je commence à être très sérieusement au travail. Très excitée, mais concentrée. Ouais, excité, déterminé, mais au travail, effectivement. On est attentif à tout ce qui se passe aux quatre coins du monde. Pour commencer, est-ce que je peux vous demander de vous présenter, mais en présentant l'autre ? Ah, j'avais pas anticipé ça. Hmm. Ça fait déjà rigoler Clément. Tu veux commencer ou je commence Clément? Je commence, allez. Miss Richter, Hélène de son doux prénom, professeure d'anglais à la vie, speakeuse, annonceuse, commentatrice d'athlétisme principalement, qui baigne dans l'animation depuis une petite vingtaine d'années, très polyvalente, qui est passée par de la coordination d'événements, par de la préparation de statistiques et qui anime également les championnats en France, les championnats du monde et les Jeux olympiques de Tokyo et donc de Paris. Clément Bresse, donc dans l'animation aussi depuis une vingtaine d'années. Il a fait un petit peu de cordeau avec nous, mais il fait beaucoup de voix, donc beaucoup de stades pendant beaucoup d'années. Et puis depuis 3-4 ans, la voix d'Athlé TV, notre média de la Fédération française d'athlétisme, présent sur les grands rendez-vous nationaux et internationaux en France depuis plusieurs années. Voilà. Très bien. La collaboration se passe bien ? Vous vous entendez bien ? On se connaît depuis pas mal d'années. On se supporte. Voilà, on se pratique depuis pas mal d'années, donc on se connaît très bien. Ça facilite grandement la collaboration, ça c'est certain. Comment vous êtes arrivés dans le monde de l'athlé tous les deux ? Ma famille est dans l'athlé depuis toujours. J'ai grandi sur les stades. Ma mère est coach en lancer. Et là, ma maman d'ailleurs va bientôt passer le relais. Et elle va passer le relais à mon frère, puisqu'il prend en charge le groupe de lancer dans laquelle elle est à Rennes. Et donc moi, j'ai grandi sur les stades dans l'athlétisme. Et moi, j'y suis arrivé par un prof de sport passionné d'athlétisme qui n'a pas forcément détecté de grands talents d'athlètes, mais a peut-être et probablement détecté des talents de personnes qui étaient prêtes à s'investir comme juge, comme animateur après sur des compétitions scolaires. C'est comme ça que je suis arrivé à ce sport qui est assez addictif. Mais t'avais pas encore la voix que t'as maintenant à l'époque ? Non, non, probablement, j'étais plus jeune que ça, mais j'ai commencé pour la petite histoire. J'ai d'abord été juge, et ce qui, pour le coup, moi, j'ai la spécificité, et dans le groupe, je crois que c'est une spécificité, d'être juge-arbitre au départ. Et ce qui est un vrai plus quand on commente, alors en particulier à la télé, mais pour arriver à donner des clés de lecture de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que j'ai une connaissance, alors pas forcément parfaite maintenant parce que j'ai pas pratiqué depuis un petit moment, mais des règlements d'athlétisme, et ça aide aussi à comprendre ce qui est en train de se passer, un fait de concours, un fait de course, ça peut aider à le décrypter. Ouais. Si vous écoutez le podcast, vous savez qu'il y a une question que je posais à tout le monde, normalement à la fin de l'épisode, mais une fois n'est pas coutume, je vais la poser maintenant. Ce que j'aime le plus dans l'athlé, c'est que c'est un sport universel. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans l'athlé ? Parce que je suppose que vous aimez l'athlé. Moi, c'est les émotions. Toutes les émotions que ça procure pour tout le monde, en fait. Tout le monde vit des émotions sur un stade d'athlète. L'athlète, le spectateur, nous, les juges, tout le monde. Donc moi, c'est vraiment l'intensité des émotions qui sont absolument formidables. Quel que soit le niveau ? Ah oui. Bah moi, je le disais, je viens d'un groupe de lancer où moi, j'ai lancé avec une athlète amicenne qui allait au JO de Londres et on s'entraînait ensemble. Et moi, j'étais pas du tout niveau Jeux Olympiques. Donc voilà, ouais, tous les niveaux. Oui, c'est un sport universel, ça c'est indéniable et c'est ce qui le rend effectivement très très beau parce que tout le monde peut le pratiquer avec rien ou pas grand-chose
Et c'est aussi un sport avec énormément d'émotions, effectivement, ce que disait Hélène, et je me retrouve là-dedans parce que nous, particulièrement animateurs ou commentateurs, on a besoin de ces émotions pour pouvoir les transmettre et les raconter. Et quel que soit le niveau, il y a des émotions et il ne faut surtout pas les oublier, quel que soit le niveau, justement, parce que derrière une performance, il y a du travail. Et on oublie que l'athlète est universel, mais l'athlète est aussi très dur et par moments très ingrat. Et il faut pas oublier ça quand nous, on commande, quand on met en valeur, et que ce soit un championnat départemental ou que ce soit des championnats du monde ou des Jeux olympiques, l'athlète, il s'est entraîné pour faire sa performance. Ouais, sur le côté ingrat, c'est une réflexion que je me suis faite juste quand Oumaté s'est blessé, là. Et c'est loin d'être le seul, malheureusement. En une fraction de seconde, l'entraînement Ça. de plusieurs mois part en fumée. C'est dur, le sport. Ouais, et puis il y a la blessure, mais ça peut être une erreur tactique dans une course, ça peut être n'importe quoi. Et effectivement, en quelques centièmes de seconde, ça bascule d'un côté ou de l'autre. C'est pareil qu'une photo finish, hein. Christophe Lemaître à Rio, il y a 1 ou 2 centièmes, je crois, de mémoire, et le destin d'une médaille tient à ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment particulier, d'une compète en particulier, qui vous a fait aimer l'athlète encore plus? Je sais déjà ce que va répondre Clément. Vas-y, vas-y. Moi, c'est la victoire de Marie-Jo Pérec à Barcelone, parce que c'est un de mes premiers souvenirs d'enfant devant l'athlétisme, devant le sport même en général. J'avais 8-9 ans et je me revois dans le salon familial et voilà, c'est un moment d'émotion partagée avec la famille. Et ouais, je me suis dit là, c'est un joli sport et c'est un moment qui m'a marqué. Hélène? Alors moi, c'est juste que moi j'associe l'athlétisme à de vrais bons moments familiaux. C'est-à-dire que nous, l'athlétisme, c'était... Alors les JO, c'était... Dans la famille, en fait, on organisait nos journées en fonction du programme d'athlètes, mais pas que d'athlètes, en fait. On organisait nos journées en fonction de ce qu'on voulait voir. Et on était vraiment, vraiment dans la difficulté un peu de savoir comment organiser nos journées. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de choses qu'on voulait voir. Et souvent, nous, on allait en montagne faire de la randonnée, etc. Et donc, il fallait choisir les jours de randonnée, il fallait faire des choix. Et ces choix-là, on les faisait à 4, en famille. Bon, moi, il y a la médaille de Mélina parce que je viens du lancer. Et quand on sait, Mélina, elle sera encore là à Paris cet été, etc. Quand on sait le parcours de cette athlète, c'est juste extraordinaire. Mais petite, je me souviens pas d'un événement en particulier, juste que je les associe à des vrais beaux moments en famille. Il y a des familles comme ça. La mienne, c'est un peu pareil. Oui, j'imagine. Non, mais et puis chacun de façon différente, comme spectateur, comme athlète, comme officiel. Chacun aime l'athlète de façon différente. Oui. Et est-ce qu'à l'école, par exemple, vous aimiez déjà parler? Est-ce que vous faisiez du théâtre? Est-ce que vous aimiez parler devant les copains? Est-ce que c'était déjà une vocation quand vous étiez enfant? Moi, j'ai fait du théâtre, ouais. Et moi, ma grand-mère et mes parents me racontent que tout ce qui pouvait servir de micro était entre mes mains. Des bâtons, des choses comme ça pour. Alors, je faisais plus commentateur du Tour de France que des compétitions d'athlétisme, mais voilà. A priori, j'ai refait dans les voitures ou sur les chemins de randonnée. J'ai effectivement fait des commentaires d'arrivée de peloton de Tour de France assez épiques, donc il devait y avoir quand même un petit terreau. Ok. Et vous avez appris le métier sur le tas? Alors, on a été repéré en fait par Philippe Chaput, qui est le responsable du groupe d'animation fédérale. Il y aura 20 ans l'année prochaine que je l'ai rencontré sur un meeting. Et en fait, j'avais pas été contente parce que le meeting n'avait pas parlé du marteau. Et à l'époque, je ne connaissais pas les tenants, les aboutissants techniques. En fait, ils avaient tout simplement pas de sono qui allait jusqu'au marteau parce que le marteau est souvent. Et donc, en fait, j'étais allée très décidée. J'étais allée voir l'animateur pour lui dire que j'étais vraiment pas contente. Et puis, on a commencé à discuter. Et en fait, c'est au fur et à mesure des compétitions avec le groupe, les différentes compétitions auxquelles on a pris part, qu'on s'est formé. Enfin, moi, je me suis formée comme ça. Et après, il y a eu des formations qui ont été mises en place par la fédération. Mais moi, j'ai appris sur le tas. Ouais. Un peu pareil, puisque moi, c'est après avoir été juge, le prof de sport m'a mis un micro dans les mains un jour en me disant tiens, t'as qu'à annoncer les courses. Puis j'ai pas dû être trop mauvais et de fil en aiguille, je l'ai refait jusqu'à animer les championnats de France scolaires de l'UXEL, qui est l'équivalent du NSS pour l'enseignement privé. Et les championnats de France avaient lieu à Dreux, où les organisateurs de ces championnats de France m'ont mis en relation aussi avec Philippe Chaput. Et derrière, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à animer des compétitions nationales, des compétitions de la fédération, et puis à plus quitter le circuit. Donc à travers cette histoire et cette expérience, c'est plus une histoire de rencontres et de gens qui font confiance. Parce que moi, quand on m'a mis un micro dans les mains, j'avais 16-17 ans, il fallait oser mettre un micro dans les mains. Les organisateurs du championnat de France scolaire, alors même si ça devait faire très bien d'avoir un jeune qui animait, il faut faire confiance à un jeune pour animer alors qu'il y avait des gens qui étaient installés. Et derrière, ces personnes ont eu le réflexe de me mettre en relation avec Philippe et Philippe de me faire confiance. Donc voilà, vraiment, ce que je ressors de mon expérience, c'est de dire aux gens, il y a des rencontres et des gens qui font confiance et ces gens aident forcément à un moment à atteindre ses rêves, ses objectifs et ses passions.
Mais il y a différentes facettes dans votre job. Ce que vous allez faire au jeu, c'est parce que vous faites, quand vous animez une course, si vous faites des courses sur route aussi? Alors nous, c'est pas notre métier. On va juste d'abord replanter ça. C'est pas notre Oui. job, c'est une vraie passion. Moi, je suis responsable d'un centre de formation en apprentissage et Hélène est prof d'anglais à côté. Et on y tient vraiment à ce que ça reste un à côté, puisque d'abord on va que là où ça correspond aussi à nos valeurs, mine de rien. Et ensuite, ça nous permet de garder un pied, j'allais dire, dans la vraie vie. C'est peut-être pas tout à fait le bon verbatim, mais en tout cas, le lundi matin, Hélène est en cours. Moi, je suis dans mes couloirs de CFA et ça nous redescend forcément sur terre quand on anime un meeting de Paris où il y a 3 records du monde et que le lundi on doit faire enlever les casquettes à l'entrée de l'établissement, ça permet de relativiser quand même ce qu'on a vécu, donc ça c'est important. Après il y a plusieurs facettes effectivement dans notre métier. Et puis les élèves, en fait, eux, ils en ont rien à faire que vous ayez été. Moi, cet hiver, j'ai fait Bercy. Le lendemain, j'étais en classe. Les élèves, ils en ont. Enfin voilà, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est des places qui sont souvent vues comme un peu en haut, etc., etc. Quand vous arrivez le lundi, comme dit Clément, et que vous devez demander à des élèves d'enlever leur casquette ou moi de poser le sac par terre, parce que bon, garder son sac sur la table, c'est pas très. C'est juste que les élèves, eux, alors ils en ont pas rien à faire parce qu'on en parle, mais disons que comme dit Clément, c'est voilà, on garde une vie tout à fait normale par ailleurs. Après, oui, selon les événements qu'on anime, je trouve que le cœur du métier est toujours un petit peu quand même le même. Valoriser, orienter le regard du spectateur, aider à prendre la mesure des performances, etc., etc. Mais après, il va y avoir des facettes du métier qui vont être plus prégnantes selon les événements sur lesquels on travaille. Moi, cet hiver, j'ai fait le meeting de Bercy de la Fédération française d'athlétisme. Bon, là, on me demande d'être beaucoup sur de l'animation. Il y a des animateurs qui sont là juste pour l'animation, mais on me demande de jouer avec eux, de rebondir, etc. Donc, il y a le sportif, il y a beaucoup plus d'animation. Sur d'autres compétitions, sur des championnats de France élite, par exemple, de la fédération, ce volet animation est moins présent. Il est là un petit peu, mais il est moins prégnant, quoi. Ce que tu appelles l'animation, c'est la musique, tout ça? Non, la musique, ça c'est encore autre chose. L'animation, ça va être, je sais pas moi, faire se lever le stade pour déclencher une hola, par exemple. Ça, c'est quelque chose que des fois sur les gros événements, c'est d'autres animateurs qui viennent en renfort pour que nous on puisse se concentrer uniquement sur le sportif. Après il y a plusieurs choses. Il y a les différents métiers qui existent dans l'animation. Ça, on pourra en reparler. Et après, non, les facettes, il peut y avoir une coloration un peu différente des événements, mais l'événement, il doit être animé. Qu'il y ait 10 personnes dans le stade, qu'il y en ait 20 000 ou 80 000, il doit être animé et la performance doit être valorisée. Et nous, animateurs, on doit jamais oublier que quand on anime un événement, que ce soit le meeting de mon quartier ou que ce soit le meeting du Stade de France, derrière, il y a des gens qui l'ont préparé, il y a des gens qui l'ont organisé, qui ont mis leur trip pour organiser cet événement. Et il y a des athlètes qui viennent courir et qui, eux, pareil, ont mis leur trip à l'entraînement pour faire une performance. Donc, ça doit être valorisé de la même manière. En tout cas, c'est la même construction. Après, forcément, on est porté aussi par la performance, par l'engouement populaire, et c'est un petit peu plus simple quand il y a beaucoup de monde. Mais voilà, le métier d'animateur, il reste le même et on anime de la même façon qu'il y ait 10, 20 ou 30 000 personnes. Après, par contre, il y a des métiers différents. Il y a les annonceurs sur la partie sportive. Ça, c'est ce qu'on va faire au jeu. Après, pour que nous, on puisse travailler, il y a un coordinateur qui va nous permettre de nous aiguiller, de dire, là, on va plutôt partir sur la course parce que c'est l'heure de la course, où on a de la place pour parler des concours. Il y a aussi avec nous dans l'équipe des statisticiens qui vont nous donner des éléments. Nous, on travaille en amont évidemment, mais vont nous donner des éléments parce qu'on ne peut pas connaître tous les records sur le bout des doigts. Donc voilà, ils viennent nous abonder de ces informations-là. Et il y a effectivement l'habillage musical qui là est fait par des programmateurs musicaux, on peut appeler des DJ aussi, et qui eux vont habiller la compétition, alors soit sur des temps de musique, de présentation, soit en suivant les courbes d'ambiance qu'il peut y avoir dans un stade. Et ça fait une différence quand le public est plus ou moins connaisseur? Parce qu'il y a des meetings qui sont quand même plus un show et d'autres où c'est plus brut et où le public est quand même plus connaisseur. Ça, après, si l'organisateur a bien évalué justement son public, en fait, le projet d'animation, il sera en fonction de ça. Il y a des choses où on sait que nous, alors moi je dis souvent en rigolant, c'est que si les perfs sont excellentes et que le public s'en rend compte, nous normalement on n'a pas, enfin Clément tu me diras ce que t'en penses, mais on n'a pas forcément, enfin on va surfer en fait sur l'ambiance parce qu'un public qui connaît et qui se rend compte qu'il y a je sais pas, un record du monde ou un record de France, après vous nourrissez de ça et puis vous le nourrissez aussi, etc., etc. Après, avec un public qui connaît pas du tout l'athlé, il y a beaucoup plus de travail de pédagogie à faire déjà. Il faut plus guider les gens sur ce qui va se passer après, ce à quoi il faut s'attendre dans les minutes qui viennent, bien mesurer ce qui est en train de se produire, etc. Il y a plus, oui, de pédagogie à faire.
Oui, il faut contextualiser de toute façon tout le temps. Après, clairement, moi je prends l'exemple du meeting de Paris l'année dernière, 3 records du monde. J'ai envie de dire, c'est assez facile à animer. 18 000 personnes dans un stade, on leur annonce record du monde, tout le monde est à peu près capable de s'enthousiasmer pour ce genre de choses. Après, que le public soit connaisseur ou pas connaisseur, l'athlétisme a ça de spécifique, c'est que c'est un sport très complet, avec beaucoup de disciplines, et que, à l'exception de quelques compètes où on va se retrouver vraiment avec des aficionados qui connaissent les règlements, qui connaissent les bilans, les records, sinon on va toujours amener de la contextualisation. Si aujourd'hui on parle de 80 mètres au marteau dans un stade, mis à part les lanceurs, il n'y a pas grand monde à qui ça va parler. Si on dit bah, c'est le deuxième français à le réaliser dans l'histoire, bah, d'un coup, on a contextualisé une performance et ça parle à beaucoup plus de monde. Donc la contextualisation, elle peut être à différents niveaux. Et ça, c'est d'abord de l'expérience, parce que selon les endroits où on va, on sait que les meetings ont telle ou telle coloration. Et puis après, c'est aussi une commande de l'organisateur qui, lui, sait effectivement ce que disait Hélène. Il a ciblé son public, il sait qui il a. Il sait s'il a ouvert à énormément de scolaires, bah là, il va falloir qu'on explique le poids de l'engin. Si il sait que c'est des licenciés de la Fédé, on va s'épargner ce genre de choses et on va leur épargner surtout. Ouais, puis sur un meeting aussi, l'organisateur, il travaille énormément pour son plateau. Donc les athlètes en fait qu'il a aussi, il faut qu'on les mette en valeur, qu'on fasse mesurer au public qui est là. Et donc quels sont les enjeux de la soirée aussi un petit peu en fonction du moment de la saison. Là, nous évidemment, bah là sur la saison estivale, on part sur l'objectif JO, ça c'est évident. Tu veux ajouter quelque chose, Clément? J'allais dire, il y a effectivement dans les JO toujours rappeler ce que sont les minima. Alors maintenant, il y a la complexité du ranking, mais c'est aussi essayer de le faire comprendre au commun des mortels. Et il y a aussi ce plateau, parce que quand on est sur des meetings en France, ben, le public est très franco-français, et leur dire, ben voilà, vous avez un super sauteur à la perche ou vous avez un super lanceur international, ben, c'est un exploit qu'ils viennent lancer ou sauter dans une petite ville ou dans une ville moyenne de France. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, de contextualiser et in fine de valoriser. Et quand il n'y a pas vraiment de perf, quand malgré le plateau, il n'y a aucune épreuve où vraiment il se passe quelque Alors chose, c'est rare, hein. c'est rare. J'allais dire, ça arrive extrêmement rarement quand même. Moi je l'ai jamais vécu. Ouais, puis alors moi, ce que je ressens beaucoup, c'est que si vraiment vous avez pas, vous pouvez pas non plus avoir un record du monde. Bon, Clément, t'en as eu 3, bon voilà, mais on peut pas en avoir sur tous les meetings ou un record de France quand on est sur du niveau national. Mais vous avez toujours des records des meetings, par exemple, qu'on peut aller chercher. Vous allez avoir des records personnels. Même c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un athlète qui est septième ou huitième d'un concours, mais qui fait son record personnel et qui exulte en sortant du bac. Et quand on parlait d'émotion, en fait, tout à l'heure, c'est ça dont on parle. Et en fait, je pense qu'une des choses aussi, là, on est très dans l'analyse de comment on va faire passer les infos aux spectateurs, etc. Mais en fait, nous, on est des fans d'athlètes. Donc en fait, quand il se passe quelque chose, quand on sent qu'un jeune fait une super perf, nous, on apprécie ça et on le met en valeur, en fait. C'est la contextualisation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est la clé, de toute façon, de nos jobs qui sont de passer des émotions, de décrypter, de donner des clés de lecture à des spectateurs. Et effectivement, un record personnel, ben, ça reste un record. Une bonne place dans un bilan français tout le temps, ça reste quelque chose. Et l'avantage de notre sport et de l'athlète, c'est qu'il se passe tellement de choses qu'il y a toujours de l'émotion à aller chercher, à aller passer. Ça n'arrive pas une soirée où il ne se passe rien, une journée où il n'y a pas un record, où tout le monde se trouve. Ou alors on a eu beaucoup de chance et on n'y est pas allé. Mais Mais justement, pour rebondir sur le fait qu'il se passe toujours quelque chose, comment vous choisissez, quand il se passe plusieurs choses en même temps, de quoi parler? Alors là, ça dépend sur quel type d'événement on parle. On va parler, par exemple, vraiment quand on parle d'événements importants, on va parler par exemple des championnats de France élite jusqu'à l'international. Normalement, si l'équipe fonctionne bien, qu'on a un bon cordeau et qu'on se débrouille pas trop mal, normalement, on arrive à tout mettre en valeur. C'est tout le travail de l'équipe en fait. C'est que on va réussir à temporiser un moment pour pouvoir aller prendre, je sais pas moi, l'entrée dans le concours d'Armand Duplantis. On va sortir assez rapidement d'un temps de course pour aller chercher un troisième essai à la hauteur. On a un cordeau qui doit toujours être en avance. C'est-à-dire que lui, quand il nous a dit vous présentez la course, en fait, lui, il considère que notre job a commencé. Nous, on présente la course, c'est plus son affaire. Lui, il va regarder sur quoi on va sortir après la course. Et en fait, nous, pendant qu'on est sur notre moment de course, dans nos oreilles, on nous informe, voilà, en sortie, on va partir là-dessus. Et nous, on a toujours un œil qui traîne sur, ok, il m'a dit qu'on sortait sur la longueur, donc je vais regarder le stade, ou je vais regarder mon CIS, donc mon écran, ou qui me donne un peu tous les. Parce que, en fait, c'est vrai qu'on doit très très vite passer d'un temps à un autre. et après il y a le nez. Et c'est pour ça que j'ai un très grand nez. C'est non, mais il y a aussi on le sent et on le sait.
Et c'est ce que disait Hélène, c'est l'avantage d'un travail d'équipe, c'est que on sait qu'on peut se faufiler à un endroit, il y a le petit trou de souris qui va permettre d'annoncer, moi j'ai le souvenir de Jean-Marc Ponviane à Bordeaux en salle juste avant le départ d'une course. Je sais que j'ai le temps de l'annoncer et je sais qu'il a les jambes qu'il n'a jamais eues et il fait les minima sur ce saut-là. Donc la frustration aurait été de ne pas pouvoir l'annoncer. Et après, nous, on a maintenant l'expérience, c'est qu'on sait qu'à un moment, la télé va aller là-dessus aussi. Et si la télé y va, on sait que la course va attendre un petit peu. Et maintenant, on travaille en relation avec la télé, on travaille en relation avec les jurys. C'est aussi hyper important de le dire, la direction de compétition est en lien avec le cordeau de l'animation. Et on peut faire attendre un petit peu un saut ou décaler de quelques secondes une course, et ça suffit largement pour pouvoir annoncer et valoriser une performance. Et la retransmission télé, elle change quoi pour vous? Alors quand on la commente, c'est un autre job. Tu veux dire en tant qu'animateur au stade? Les deux. En tant qu'animateur stade, c'est une dynamique un peu, c'est un rythme. En fait, il faut que tout le monde s'apprivoise. Normalement, on est tous d'accord sur les moments à mettre en valeur. Donc, bon, c'est arrivé que ce soit pas simple, qu'il faille un petit peu jongler et tout ça, mais globalement, enfin Clément pourra parler. Là, si on parle juste de notre rôle quand on est speaker terrain, donc quand on n'est pas nous-mêmes à la télé, quand on est sur le terrain, en général, quand même, on va tous sur les mêmes choses. Donc ça change, moi je pense que c'est pour le cordeau, que ça change beaucoup de choses parce que lui, il a dans les oreillettes, il a et les commandements de la télé et il doit nous informer nous. Ouais, c'est un travail d'équipe, encore Ouais. une fois, c'est et au cordeau de faire le bon lien avec l'assistant réel. Et puis après, les horaires sont faits que normalement tout rentre et qu'il ne doit pas y avoir de problème. Et effectivement, on est tous là pour la même chose, pour valoriser de la perf. Après, quand nous, on commente, quand on passe sur le commentaire télé, l'avantage d'un média comme Athlé TV pour la fédération, c'est d'abord ça a révolutionné l'athlé, c'est-à-dire que les performances sont dispo maintenant en direct, tous les championnats sont diffusés, la majorité des meetings sont diffusés et commentés, ce qui est juste incroyable pour la valorisation de la performance. Et l'avantage, c'est que les moyens qui sont mis nous permettent de jouer des ralentis, nous permettent de jouer du différé. Alors, on voudrait tous tout voir en direct tout le temps, c'est pas possible. On est un sport où il se passe 3 concours minimum en même temps et une course en même temps. Donc, à moins de couper la télé en 4, sinon on n'y arrivera pas. Mais c'est un outil qui a révolutionné l'athlé et sa valorisation et sa visibilité, donc c'est super cool. Après, c'est un exercice différent. Moi, je le fais un tout petit peu plus, effectivement, en commentaire télé. On va pas animer de la même manière à la télé que dans un stade. Dans un stade, l'avantage, c'est qu'on a le public devant nous, donc il réagit tout de suite et on voit en gros ce qu'on amène. Par contre, on a un temps qui est beaucoup plus réduit. À la télé, on s'installe dans la durée, c'est-à-dire qu'on va commenter sur des phases de 3 heures un meeting, mais sur un championnat, on peut aller à 4-5 heures. Et en gros, on va raconter une histoire, mais une histoire que l'on va devoir reboucler, qu'on va devoir répéter, parce qu'on sait que la consommation d'un média streaming, ça peut être assez court aussi. Donc c'est deux éléments complètement différents. Quand on bascule de l'un ou de l'autre, il y a quelques minutes pour se régler et pour arriver. Après, l'un apporte à l'autre aussi. C'est-à-dire que le fait d'animer dans un stade fait qu'on a une connaissance directe des athlètes. Quand on est à la télé, c'est très pratique d'avoir ce lien direct avec eux. Et quand on arrive sur le stade, on sait que si on nous dit finalement c'est pas 10 secondes que tu dois meubler, mais 20 secondes, c'est pas grave parce qu'on sait le faire à la télé aussi. C'est quoi la période la plus longue pendant laquelle vous avez dû meubler? Alors, meublé, c'est le décanation ça doit être le dernier décanation à Angers, au retour de Zurich, je crois, des championnats d'Europe. Et en fait, il y a la parade des athlètes, les têtes d'affiche qui sont présentées, et après, la France doit arriver sur un camion, un char, et défiler dans le stade, 10 000 personnes dans le stade, et il y a un orage, mais Ah oui, monumental ça. qui tombe à ce moment-là. Et donc, forcément, ils balancent pas la parade de la France, et c'est Alex qui est cordeau, et dans l'oreillette, le seul mot qu'on entend, c'est « Eh ben, débrouillez-vous, mais il faut meubler ». Voilà. C'est vrai que, alors, Et ça a duré 20 minutes. nos moments les plus longs, ça reste, je me souviens de Saint-Étienne aussi, où tout de suite, on avait des orages, mais incroyable. On avait même une coupure de courant, tellement on avait pris la foudre et tout. Les averses, les grosses averses, voilà, ça reste un moment où c'est vrai qu'on doit se débrouiller un petit peu. Après, quand on est sur le stade, tout le monde est dans la même situation. Quand on est sur Athlé TV, il faut qu'on explique aux gens ce qui se passe, et là, c'est vrai que ça peut être beaucoup plus long quand même. Ouais, puis le meublage de 20 minutes avait été entrecoupé parce qu'en fait, c'était le temps que le cordeau se retourne. Derrière, il nous a trouvé des clips à passer sur l'écran géant, d'autres choses. On est allé faire un peu de micro-trottoir dans la tribune. On s'est adapté. Et là, c'est la cohésion de l'équipe. C'est-à-dire on balance une pub et on trouve une idée et on la déploie rapidement. Mais c'est rigolo et c'est les joies aussi de ces jobs-là. Si c'était tout lisse, ça serait pas drôle. Tu te souviens aussi au championnat du monde cadet à Lille, où le responsable des compétitions de World Athletics monte et nous dit bon, on a un trou de 20 minutes
il faut que vous vous débrouillez, mais que vous me maintenez l'ambiance dans le stade. Tu te rappelles de ça? Oui, oui, je me souviens bien. Et ça, par exemple, bon, maintenant, c'est plus trop le cas parce que je pense que les horaires sont beaucoup plus affinés qu'il y a donc 2011, ça commence à faire quelques années. Bon, c'était des mondes cadets aussi, mais je me souviens vraiment de la personne qui monte et qui nous dit on a 20 minutes, on n'a rien, débrouillez-vous. Et là, c'est comme disait Clément, c'est vraiment un travail d'équipe. Là, on a 3, 4 cerveaux, 5 cerveaux qui se mettent en marche en même temps, et puis en général, on arrive toujours. Hein. Ouais, et puis qui peut apporter quoi? C'est surtout ça. C'est ça. On sort de notre zone de confort, mais il faut qu'on reste dans une zone où c'est cohérent pour tout le monde. Et il y a des choses que certains font que d'autres ne font pas. Et voilà, c'est ce travail d'équipe qui permet à la fin de sortir d'à peu près toutes les situations. Mais en général, vous parlez quand même moins quand vous êtes sur le terrain. Ah oui, oui, Ah oui, le temps beaucoup de moins. parole à la télé est, je pense, x4 au moins, Au moins, oui, voire voire beaucoup plus. x10. Oui. Dans le stade, ça va être une intervention courte qui va être pour donner une performance, pour la contextualiser, pour l'expliquer. Sur Athlé TV, bah, comme sur n'importe quel média, il n'y a pas de blanc, en fait, mis à part quand il y a de la pub. Alors la chance, c'est qu'on a des binômes de commentateurs et maintenant on a des consultants qui sont récurrents et qu'on arrive à se passer la balle comme ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Là, on raconte une histoire et c'est le commentateur qui devient chef d'orchestre et qui fait en sorte que la conversation des consultants s'arrête au bon moment pour qu'on puisse aller sur une performance. Après, l'avantage de la télé, c'est que les gens qui sont devant leur télé regardent l'image et voient ce qui est en train de se passer. On n'est pas obligé de tout expliquer, on n'est pas obligé de guider l'expérience comme celle d'un spectateur. Pour les coupures pub, j'ai été choquée plusieurs fois en regardant sur All Athletics, des compètes, notamment des compètes européennes, les coupures pub, elles partent n'importe quand. C'est-à-dire que parfois, on voit la présentation des athlètes dans les starts, ils nous lancent la pub, et quand ça revient, le 100 mètres est fini, et on l'a pas vu. Alors ça, c'est très technique en fait. Nous, on a la chance, quand on est sur Athlé TV, d'avoir une régie dédiée. C'est-à-dire qu'on a un quart régie, on a un réalisateur, on a un assistant réal, on a un chef d'édition. Moi, quand je commande sur Athlé TV, j'ai le chef d'édition dans les oreilles et j'ai quelqu'un de l'équipe d'animation aussi dans le quart dans les oreilles pour qu'on ait un coup d'avance systématiquement et on produit notre signal. Pour avoir déjà échangé avec, entre autres, François-Xavier de Châteaufort là-dessus. En fait, le flux All Athletics ou le flux qu'a récupéré France Télé sur les mondiaux de Glasgow est un flux qui part et qui n'est pas forcément monté. Donc, ils peuvent prendre des pubs dans la tête quand elles sont prévues à telle heure, effectivement. Ça, c'est du détail très très technique, mais qui vient d'un problème de régie. Nous, sur Athlé TV, on l'aura jamais parce que ce qui est proposé comme émission est toujours produit par la fédération. Okay. Sur les médias dont on parlait, en gros, c'est un flux qui est proposé aux fédérations, ou les chaînes, enfin peu importe, et ils mettent des commentateurs. Donc ils peuvent avoir, je ne sais même pas combien ils ont de commentateurs. Ils prennent des Français, des Allemands. Enfin, chaque pays peut choisir ou pas de commenter ces images. Et donc en gros, les commentateurs sont sur les images et ils n'ont pas de retour d'une régie ou quoi que ce soit. Donc on leur met la pub, quoi. C'est vrai que ça choque parce qu'on n'est pas du tout habitué à ça. Que ce soit nous sur les médias, on va dire France TV ou Athlé TV, etc. On n'envoie pas la pub sur un commentaire, quoi. Ou très rarement. Et nous, on a la spécificité, et c'est un vrai choix qu'a fait la Fédération française, et c'est tout à leur honneur, mais c'est les commentateurs sont sur place. Et systématiquement, on est dans le stade, on est installé normalement en bonne place, donc on voit aussi. Quand on commente, et on l'a fait avec Hélène sur des championnats d'Europe où on récupérait un flux, on était à Paris, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on a un retour écran, on a des start lists qui se mettent à jour quand ils y pensent. Donc c'est beaucoup plus difficile. Donc c'est pour ça que moi je jette pas forcément la pierre aux collègues qui se prêtent à l'exercice de commenter depuis Paris des événements qui se passent à l'autre bout du monde. C'est Léa Spronger qui me disait quand elle a participé au podcast que maintenant quand elle travaille pour la télé suisse, elle se déplace toujours. Elle est même allée à Eugene pour la finale de la Diamond League. Et c'est vrai que ça peut surprendre de faire un voyage pareil juste pour une compète, mais elle disait que vraiment ça fait une grande différence d'être dans le stade. Ça change tout. En fait, le stade, vous avez visuellement tous les indices. Et comme nous, on fait de l'animation de terrain, notre œil, il est normalement, il est très habitué à lire en fait tout ce qui peut se produire. Et par exemple, il y a des fois même des émotions sur des visages d'athlètes qui vont nous dire ça vaut le coup, ça vaut le coup. En tout cas, faut s'attendre à peut-être aller par là-bas dans quelques minutes. Ou on sait, par exemple, il y a des choses qu'on n'a pas pu avoir en live et qui vont nous être proposées en différé. Et par exemple, si on a repéré une grosse perf ou on a entendu un athlète qui a hurlé sur le stade de joie, en général, la télé, en fait, elle va aller chercher ces images-là et va nous les reproposer un petit peu après. Donc, le fait d'être sur place, quand même, ça vous donne tous les indices pour apporter de la contextualisation aux commentaires. Est-ce que vous avez un devoir de neutralité ou est-ce que vous avez le droit de montrer que vous êtes content pour l'un ou pour l'autre ? Au niveau national, nous, on est pour les bonnes performances françaises. Après, je pense que les gens, ils savent. Moi, par exemple, on sait que je viens du lancer.
On avait fait, je me souviens, au tout début d'Athlète TV, on avait eu Quentin Bigot avec nous pendant 1 heure, Clément, 1 heure et demie. On avait eu Quentin C'est en ça, à même temps Albi, que ouais. le concours, la finale du lancer féminin. Bon, bah là, on voit bien que j'ai un vrai lien avec le lancer parce que c'est de là que je viens. Donc, Clément, la région Rhône-Alpes, bon, bah, c'est des athlètes qu'il connaît beaucoup, par exemple. Donc, on a peut-être plus de choses, mais honnêtement, puis c'est sincère, moi, je pense, nous, c'est la performance, en fait. Tout le travail qu'on connaît derrière une performance. Bon, les athlètes, c'est comme toi, je pense, on les suit sur Instagram, on sait les sacrifices, la réalité d'un athlète français aujourd'hui qui fait du haut niveau, mais qui doit parfois bosser à côté, etc. Donc on mesure en fait ce que c'est de faire une perf. Donc je pense pas qu'on s'astreigne à. Enfin Clément, nous on n'a jamais trop parlé, mais nous c'est vraiment la performance en fait qui nous fait vibrer comme les athlètes. Il y a la performance qui nous fait vibrer. Après, la neutralité, on tend effectivement à l'avoir. On n'a aucune obligation. Si on n'était pas neutre à un moment, je pense qu'on nous le soulignerait. C'est qu'on doit l'être si on nous le dit pas trop. Par contre, on peut être sincèrement touché et sincèrement ému par des performances où on sait encore plus que d'autres les sacrifices que ça demande parce que retour de blessure, parce que on a échangé avec l'athlète au petit-déj ou machin et qu'on sait qu'il s'est passé ci, qu'il s'est passé ça. Et là, ça devient au-delà de la neutralité, ça devient de l'émotion sincère et je pense que c'est intéressant de pouvoir la transmettre parce que ça fait aussi partie de ce qu'on doit apporter quand on commande quelque chose. Alors on arrive aux fameux Jeux de Paris. D'ailleurs, c'est que les Jeux olympiques ou c'est les paras aussi? C'est pas tranché complètement. Ok. Quand on vous a proposé le job, c'était une évidence pour vous d'accepter ou ça fait un peu peur une opportunité pareille? Ah bah non, c'était évident d'accepter. Enfin, Ok. Clément, toi tu as hésité? Non, je me suis pincé pour y croire. Non, non, ça se refuse pas, je crois. Non, c'était une évidence d'y aller. Par contre, moi je le dis souvent parce que évidemment dans les interviews qu'on a, c'est la question qu'on nous demande un peu ce que vous avez ressenti quoi. Et moi j'ai eu un peu mon année en vue et je me suis dit ah, comment on va faire pour, je veux dire d'un point de vue personnel. Moi j'ai 2 enfants, une fille de 6 ans et une fille de 2 ans. Clément a un petit garçon qui a un peu plus de 3 ans maintenant, 4 ans, pardon. D'un point de vue de la vie perso, pro, et voilà, ça nous fait un sacré emploi du temps quand même. Et ça permet de dire qu'il faut obligatoirement un binôme pour arriver à mener ça, que ce soit le mari d'Hélène, que ce soit ma femme, mais c'est des sacrifices qu'on fait ensemble en fait. Il y a un couple qui porte ce projet-là et cette nomination-là aussi, il faut pas l'oublier. Donc c'est voilà, c'est beaucoup d'excitation quand ça arrive et puis effectivement assez rapidement on se rend compte du poids de ce qui nous tombe sur les épaules. C'est toute une famille même, hein, pour moi. Mm. Oui, en plus, oui, il y a les grands-parents derrière. Nos parents sont pas mal là aussi. Non, la question c'est absolument pas posée. Par contre, on s'est dit, il va falloir s'organiser, quoi. Vous vous y attendiez? Vous saviez qu'ils allaient chercher des Français et que ça pouvait potentiellement être vous ou pas du tout? Alors, je vais répondre à la place d'Hélène parce que sa fausse modestie. Hélène, c'était une quasi-certitude puisqu'elle a fait tous les championnats du monde depuis 2015. Mm. Elle a fait les Jeux Olympiques de Tokyo, donc il n'y avait aucune espèce de raison que l'histoire s'arrête parce que l'événement a lieu en France. Pour le reste, on savait que forcément il y aurait plus de Français qu'à l'étranger. Parce que quand c'est à Tokyo, bah, il y a une voix française, surtout quand c'est à huis clos. En France, c'est normal que le français soit un petit peu plus présent. C'est 11 jours l'athlétisme, c'est très long, donc on se doutait qu'il y aurait plusieurs voies qui seraient nommées. Après, voilà, c'est une décision de World Athletics en lien avec Paris 2024 et voilà. Et on est ravis. Donc vous allez travailler chacun à votre tour ou ensemble, en même temps? Alors le projet en fait n'est pas encore totalement ficelé, donc ça va dépendre un peu du projet d'animation de Paris 2024 et de World Athletics. Je pense qu'ils sont en train d'en discuter. On ne sait pas encore complètement qui constituera l'équipe. Nous on sait qu'on est dessus tous les deux, mais on ne sait pas encore exactement, on sait pas exactement quel sera le dispositif. Il y a 2 anglophones avec vous, c'est ça? Yes. Il y a 2 anglophones, je crois que c'est un Jamaïcain et un Britannique. Après, moi, j'ai mon expérience des championnats du monde et des JO où j'ai vu des dispositifs. Par exemple, en général, de ce que moi j'avais connu, il y avait 2 DJ justement pour un roulement. Par exemple, à Tokyo, il y avait 3 voix japonaises. Il y en avait 3 qui tournaient et 2 voix anglaises qui étaient le matin, il y avait une voix anglaise et une voix japonaise et l'après-midi, en général, il y avait 2 voix anglaises et une voix japonaise. Donc, je sais pas du tout quel va être le projet. Comme on parlait tout à l'heure, selon les meetings, il y a des projets d'animation. Bah là, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, ça doit être en train d'être monté et puis, eh ben, j'imagine qu'on va avoir des réunions dans pas trop longtemps. Et on s'adaptera et on se pliera aux consignes qui seront données. Est-ce que vous allez, par exemple, réviser la prononciation des noms étrangers? Et il y a des noms qui sont pas forcément faciles à prononcer. Est-ce que vous allez avoir la phonétique, vous allez vous entraîner avant? On essaye.
Alors on a, parmi toutes les ressources qu'on a autour de nous, on a quelqu'un de très précieux qui s'appelle Didier Le Gall, qui parle pas mal de langues et qui en tout cas a des connaissances sur beaucoup de langues et qui nous aide sur de la prononciation. On a pu l'expérimenter déjà au championnat du monde de para-athlétisme à Paris l'année dernière, où il était dans l'équipe, donc ça a pu nous rassurer sur des prononciations. Après, moi je sais d'expérience dans l'équipe d'animation, c'est des choses sur lesquelles les animateurs sont soucieux de ça. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours vu les animateurs anglophones contacter différentes personnes qu'ils connaissent des différentes fédérations par WhatsApp pour avoir une prononciation qui leur soit envoyée. Après, il y a des noms, vous aurez beau les avoir répétés et vous les aurez fait parfaitement dans votre chambre d'hôtel la veille au soir, dans le moment et dans l'émotion, bah, ça sortirait pas forcément exactement comme il aurait fallu. Après, moi, j'entends beaucoup les athlètes dire que ça fait partie un petit peu du charme des compétitions internationales. Ouais. Mais par contre, ça fait partie de nos points de vigilance. On essaye. C'est pas toujours parfait, mais on essaye. Et de ton expérience à Tokyo, par exemple, c'est toi qui étais chargé de prononcer les noms francophones et puis tes collègues anglophones prononcer les noms anglophones. Comment ça se faisait? Oui, en général, par exemple, sur une cérémonie protocolaire, il y a un ordre. La voix française vient en premier. En tout cas, quand j'étais à l'étranger, c'était la voix française qui ouvrait la cérémonie. Et donc, c'était la voix anglaise qui parlait en dernier. Et ben, par exemple, si c'était un Français sur le podium, c'était moi qui annonçais le nom. Donc, c'était moi qui parlais en dernier. Après, le nom n'est prononcé qu'une seule fois, donc c'est la voix la plus proche qui va le prononcer, ouais. Ok. Clément, est-ce que tu demandes des conseils à Hélène, elle qui a déjà de l'expérience de Tokyo? On se nourrit toujours de toute façon de toutes les expériences et pour le coup c'est la richesse de l'équipe, c'est que toutes les compétitions qu'on peut faire le lundi ou le mardi on les débrief, que ce soit avec Hélène ou avec les autres, et on se nourrit tous de l'expérience des autres et il peut tout nous arriver sur, sur une compète, donc il faut partager aussi ce qui est arrivé. Et voilà, là on parlait effectivement de la préparation et de la veille qu'on peut avoir sur les résultats internationaux. Bah, WhatsApp tourne à plein régime, c'est-à-dire qu'on se partage aussi ces événements. Là, moi, j'avoue être en vacances actuellement, donc j'ai un tout petit peu plus détaché, mais je sais qu'il y en a qui n'ont pas détaché, qui continuent à nous envoyer des perfs. Et voilà, on se nourrit toujours de l'expérience de l'autre. Dans l'équipe et dans la vie, moi je le répète souvent aux jeunes que j'ai, c'est hyper important d'écouter l'expérience et de pouvoir grandir avec cette expérience-là aussi. En plus, Clément et moi, on a des tempéraments très différents, ce qui nous permet en fait de toujours s'appuyer l'un sur l'autre. Moi, je suis plutôt traqueuse qui a besoin de beaucoup me nourrir. Enfin, Clément aussi, mais je veux dire, je vais beaucoup être dans mes notes, etc. Clément a une capacité de plus tout mettre tout de suite en mémoire et de ranger dans sa mémoire. Et d'un autre côté, moi, je connais déjà bien les équipes sur place, etc. Donc, chacun un peu va pouvoir apporter à l'autre. Et ça, c'est toujours le cas dans toutes les compétitions qu'on fait, en fait. On a des tempéraments différents et ça nous sert bien. Ça nous enrichit. C'est ça. Est-ce que vous avez fait des erreurs graves à un certain moment? Fait des gaffes, dit des choses que vous auriez pas dû dire? Alors, rien qui ait fait qu'on veuille plus de nous. La preuve est. Oh, moi, j'ai eu un truc difficile, mais ça, c'était ma première compète. D'ailleurs, à Dreux. Moi, j'ai commencé sur des championnats d'Europe de sport adapté. Et en fait, on m'a envoyé. Alors, toi qui parles plusieurs langues, tu dois savoir. C'est pas parce que moi, je parle anglais que ça veut dire que je peux faire de l'interprétariat. Ah, ça. Et ça, c'est compliqué pour les gens à comprendre. Et en fait, au tout début, quand j'ai commencé, j'avais pas d'expérience et donc bah, je savais pas dire non. Et on m'a envoyé sur de l'interprétariat dans une mairie. Et il a fallu que je traduise tout ce qui était autour du handicap. Alors là, ça a été un moment absolument terrifiant, surtout que les gens attendaient que je parle. Moi, je savais pas trop comment traduire certains termes. J'avais pas les termes spécifiques anglais. Et ça, c'est vrai que c'est douloureux hein, de faire des erreurs comme ça. Après, des erreurs, honnêtement, dans le direct, par exemple, si on parle d'Athlète TV, Clément pourra en témoigner, des erreurs, on en fait. Hein. Beaucoup. Et puis alors, Athlète TV, on est suivi par des spécialistes de chaque discipline. Et donc forcément, il y a des erreurs qu'on fait. En général, on reçoit rapidement une petite note qu'on rectifie ensuite. Après, Clément, je sais pas si toi, tu as d'autres souvenirs. Des grosses erreurs, non, j'ai pas de souvenirs comme ça. Il y a dû y en avoir, mais pas qui nécessitent de m'exfiltrer de l'animation, donc c'est plutôt rassurant. Après, on en dit forcément. Forcément, il y a des coquilles dans un commentaire, il y a des coquilles dans un direct, parce que d'abord, on n'est pas des machines. Donc oui, il peut y avoir des erreurs. Et pour le coup, les réseaux sociaux peuvent être très mauvais là-dessus, avec énormément de commentaires. Il peut y avoir beaucoup de malveillance sur les réseaux sociaux. Et en fait, d'abord, j'ai un peu pris de la distance avec ça depuis Athlé TV. Et ensuite, j'ai pu contacter les personnes les plus malveillantes en leur disant, mais n'hésitez pas, voici mon numéro, vous m'envoyez quand on fait une coquille. Et en fait, moi, je me corrige à l'antenne, il n'y a aucun problème. Et c'est pas grave, en fait. On est à la 6e, 7e heure de direct et son record, c'est pas 13-20, mais c'est 13-19. Bah ouais, il n'y a pas mort d'homme, je pense, et c'est pas très grave.
Et ce qui fait sourire Hélène et qui est effectivement, pour moi, la plus grosse bêtise que j'ai eu faite en direct, c'est au championnat de France de cross à Montauban, fin de la journée de compétition, commentaire d'une course, et c'est Alexis Miele qui va prendre une médaille de bronze, je crois, de mémoire, et je l'ai appelé toute la course Jérémy Meillet. Voilà, il s'appelait Alexis Miele et je l'ai appelé Jérémy Meillet. J'en étais malade à la fin du direct parce que je m'en suis rendu compte à la fin en ouvrant WhatsApp et Twitter. C'est depuis que j'ai tout ouvert devant moi. Mais l'histoire s'est super bien finie parce que d'abord le garçon est d'une gentillesse incroyable et que je lui ai tout de suite envoyé un mot pour m'excuser et qu'il m'a dit mais non, c'est super rigolo et il n'y a aucun espèce de problème. Et il est venu commenter les championnats de France suivants avec nous. Et pour le coup, on a lié des liens d'amitié maintenant. Je vais animer des courses pour lui à Dijon. On s'appelle régulièrement. On partage une passion en plus pour le vin. Donc voilà, on échange beaucoup. Et au départ, ça vient d'une énorme bêtise où je donne le mauvais prénom, le mauvais nom à un athlète, et ce qui va à l'encontre de toutes les normes de respect qu'on doit avoir pour un athlète. Mais voilà, c'était la 8e heure de direct et c'est arrivé. Mais c'est rigolo à la fin. Il avait changé son pseudo sur X, il avait changé son... Donc il était allé jusqu'au bout de l'histoire et on en rigole maintenant. Et quand on s'appelle, des fois, je crois que sur mon téléphone, il s'appelle Jérémy maintenant d'ailleurs. Mais je pense que les athlètes avec la TTV, on a des temps plus longs en fait, parce que quand on est sur le stade, c'est une interview. On a juste le temps d'échanger 2-3 mots avant l'interview. On fait l'interview, puis eux, ils vont faire le reste de leur journée et nous, on enchaîne. Sur la TTV, on a du temps avec eux. Et je pense aussi que ça nous permet d'échanger et les athlètes voient bien qu'on est des fans d'athlètes en fait et que donc on a le plus grand respect pour ce qu'ils font et les efforts qui... Donc bon, je pense que ça aide vraiment aussi à faire passer les éventuelles coquilles qui peuvent passer sur une journée entière d'animation. Dans quel domaine vous avez progressé depuis vos débuts? Je suis beaucoup plus pointue quand même sur la connaissance de l'athlète. Moi, je viens du lancer. J'avais vraiment des bonnes notions en lancer de marteau, en lancer de disque. Et à la base, moi, je suis rentrée dans le groupe aussi parce que je parlais anglais et que ça nous permettait, sur des événements internationaux, de pouvoir répondre aux appels d'offres. Et puis moi, j'ai commencé, je prenais pas du tout le micro. Je prenais un tout petit peu le micro pour l'anglais, mais autrement, je faisais que du travail d'ombre. Donc, il a vraiment fallu que je me perfectionne en connaissance de l'athlétisme pour pouvoir plus prendre le micro. Connaissance de l'athlète indéniablement, et on progresse tous les jours, tout le temps, parce que c'est un sport qui évolue tout le temps aussi. Là, il y a les chaussures, là, il y aura autre chose, et il faut se tenir au courant de tout ça. Et forcément, l'âge aidant aussi, on mûrit, et ça veut dire qu'il y a peut-être moins d'impulsivité. Il y a moins ce côté très rentre dedans, etc. Et voilà, les choses coulent un petit peu plus facilement, on les prend avec beaucoup plus de sérénité. Et c'est une passion, un job qui apprend aussi à gérer une part de stress qui peut être très très forte parce qu'on peut nous parler en même temps qu'on est en train de parler, on nous donne une consigne sur autre chose. Donc voilà, c'est apprendre à gérer pas mal de choses, et ça pour le coup moi je le duplique et dans ma vie et dans mon travail, et c'est hyper enrichissant. Et sur la capacité à poser sa voix et à aussi tenir dans la durée quand il faut parler beaucoup, longtemps, vous avez dû apprendre ça? Moi, je dirais que j'apprends à moduler parce que pour qu'il y ait des vrais temps forts, il faut aussi qu'il y ait des temps plus calmes, entre guillemets. Donc, vraiment moduler, ne pas rentrer à fond, à fond. Alors, ça dépend des événements, hein, mais oui, à savoir moduler sa voix, à poser plus. Puis les voix féminines au micro, faut faire attention aussi de ne pas être trop aiguë, par exemple. Donc, ça, c'est des choses qu'on apprend, ouais. Et c'est une question qu'on nous a beaucoup posée, la préparation de la voix, que moi je m'étais jamais vraiment posée. Non, j'ai jamais eu de coach vocal, j'ai jamais fait de vocalise. Par contre, oui, on évite de hurler la semaine avant une compète, on évite d'aller à un concert, on prend soin de nos doigts. Et puis nos meilleurs amis, c'est les pots de miel dans les hôtels. C'est vraiment... Ils sont tout Voilà. petits, ça se met dans le sac, c'est parfait. Non, voilà, mais après je pense qu'il y a une expérience et... Non, je m'étais jamais posé la question avant en fait. Mais nous, on n'a jamais eu ce problème aussi, que ce soit toi ou moi. On n'a jamais perdu notre voix sur un Ouais, événement. C'est jamais arrivé. pourvu Donc que bon. ça n'arrive pas. Et est-ce que vous faites des choses particulières pour continuer à progresser ou c'est juste l'expérience sur le terrain qui aide pour ça? Alors, c'est vraiment être en veille constante sur les résultats d'athlétisme. Moi, je dis en rigolant, par exemple, depuis l'arrivée des réseaux sociaux, c'est tous les soirs forcément aller voir un petit peu ce que les athlètes ont envie de dire via les réseaux sociaux pour avoir un petit peu une température. Et puis là, par exemple, avec la Diamond League qui reprend, enfin là, c'est toute la saison estivale qui est en train de commencer. Et c'est vrai que notre groupe WhatsApp est en très grande forme. Donc moi, je dirais vraiment, c'est du travail presque au quotidien d'aller voir un petit peu les résultats, les réseaux, etc. Il y a la veille sur les résultats et il y a la veille aussi sur ce qui se fait ailleurs comme travail d'animation, comme travail de... En parler d'Athlète TV, mais aussi ce qui se fait sur d'autres médias et qui peuvent amener des idées, qui peuvent amener des choses à tester, à expérimenter.
Donc voilà, ouais, c'est un vrai travail de veille et derrière de veille, mais pas que pour nous. C'est-à-dire que la veille, on l'échange, on la mutualise et c'est ça qui fait grandir en fait. Oui, parce qu'on a un groupe avec nos fans absolus d'athlètes qui ont une connaissance très pointue des performances. Et en fait, c'est vrai que ça nous permet, il y a toujours deux du groupe. Enfin voilà, là Clément en ce moment est en vacances, donc il est un peu moins dessus. Les copains sont à fond. Enfin voilà, on est toujours, on est obligé. Ça fait pire. Alors, année olympique, Ouais. c'est obligé. Mais c'est un plaisir, hein. Ah oui. Tout à l'heure, je me suis dit que je devais avoir un problème parce que je devais me faire livrer un truc et j'avais un code en 4 chiffres à donner au livreur. Et c'était 45,97. Et ma première réaction, c'était ah bah c'est quasiment le record du monde du 4H. Et je me suis dit, mais il n'y a que moi pour penser à des trucs comme ça. Mais mine de rien, le livreur m'a demandé le code et de mémoire, je lui ai donné le bon code parce que j'avais associé. Moi qui n'aime pas du tout les maths, en fait, quand c'est des chiffres d'athlètes, ça passe tout seul. Non, mais il y a des chiffres comme ça qui tiltent. Ouais. Tout ce à quoi je travaille, c'est d'avoir justement cette. Moi, je voudrais être beaucoup plus réactive, encore plus réactive. Je le suis déjà, mais je voudrais que mon cerveau, direct, il comprenne, il y a ci, ça, ça. J'en rêverais. J'y travaille. Est-ce que vous avez le droit de donner votre avis ou... Je me souviens d'un meeting, je ne vais pas citer le nom de l'athlète, mais c'était Romain Barra à l'époque qui commentait et qui a fait comprendre qu'il avait du mal à s'enthousiasmer devant une certaine perf. Il l'a pas dit clairement, mais c'était assez facilement compréhensible. Ça m'étonne de Romain, tiens. Il y a des silences qui valent des fois mieux que des commentaires, mais il y a des choses qui sont possibles sur des médias généralistes indépendants. Nous, on est médias de la fédération, on se doit aussi de tenir la ligne de la fédération quand on parle d'Athlète TV. Et dans un stade, non, notre avis, on s'en contrefiche et c'est pas notre avis qui est important. C'est encore une fois, c'est la performance qui est réalisée, c'est l'exploit qui est réalisé. Si derrière, en sous-jacent, c'est la question du dopage, il sera contrôlé plus tard, il sera suspendu plus tard. Et puis tant pis, peut-être que dans les 3 records du monde qu'on a commenté l'année dernière à Paris, ils n'iront pas tous pendant 20 ans parce qu'on découvrira des choses. Et tant pis, on aura vécu des émotions, on aura souligné une performance à un instant T, et à l'instant T, il n'y a pas d'éléments qui nous permettent de dire que cet athlète ou cette performance ne doit pas être mise en valeur. Donc voilà, dans un stade, notre avis, on s'en contrefiche, on n'est pas là pour le donner, et sur un média, nous, on est là pour la fédération, pour valoriser les performances de l'athlète et de l'organisateur du meeting. Et vous pensez pas que votre passion pour l'athlète pourra s'atténuer avec le temps? Alors moi, j'en ai aucune idée. Parce que en fait, la passion pour l'athlète, il y a des choses personnelles qu'on vit qui fait qu'on a plus ou moins de temps, plus ou moins de disponibilité. Moi, je ne sais pas ce que sera ma vie dans 10 ans. Et donc, je ne sais pas, voilà, je suis pas capable de dire. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, c'est une partie très importante de ma vie, que j'aime l'athlète, mais aussi j'aime le groupe avec lequel on est, les événements sur lesquels on travaille, les émotions qu'on vit. Là, par exemple, moi, à titre tout à fait personnel, je suis allée animer des championnats de Bretagne dans ma ligue et mon plaisir, c'est que ma fille de 6 ans est venue avec moi et a fait un travail bénévole au niveau des remises de récompenses. Si, à tout hasard, mes filles trouvent une place quelque part dans ce monde-là et qu'on puisse le vivre en famille, ce serait chouette. Si c'est pas ce qu'elles choisissent, peut-être qu'à un moment, il va aussi falloir que je les suive elles dans leurs besoins Donc, l'athlète, ce sera pas non plus à tout prix, quoi. C'est-à-dire que derrière, on a notre famille, etc., qui passera avant ce genre de choses. Pareil, je sais pas là où je serai dans 10 ans, donc dire si je continuerai à être commentateur d'athlète, c'est une grande question. Sur le rythme de 2024, c'est une certitude que non. Ça, ça ne sera pas possible parce qu'il y a un équilibre personnel, familial à avoir. Mais après, tout est envisageable. Après, suivre d'un œil les performances, évidemment. Et puis, quand on prend du plaisir, on continue à le faire. Et je crois qu'on s'accordera là-dessus avec Hélène. On a trouvé plus que des collègues avec qui on anime. Il y a des amis maintenant, il y a des amitiés très très fortes et on partage autre chose. Et c'est ça aussi qui nous fait traverser la France pour aller commenter des compètes. Est-ce que parfois vous vous dites que vous auriez bien aimé être l'athlète sur la piste, vous? Alors non. Ou est-ce que vous aimez votre nom? Non. Moi, je me dis des fois que le moment, par exemple, quand vous passez la bonne perf au bon moment, mais c'est pas forcément genre médaille d'or au JO, mais par exemple, là, ceux qui sont en train de courir après des minima là en ce moment, si par exemple vous savez qu'au week-end des élites, c'est votre dernier moment où vous pouvez aller faire votre minima et que vous le passez ce jour-là, là, c'est une émotion absolument incroyable qu'ils doivent vivre. Et alors, je me dis pas que j'aimerais être à leur place, mais c'est... Et c'est là aussi toute la dramaturgie du sport qu'on va vivre là, nous, cette saison. Ça va être magnifique. Pas être à leur place, mais on comprend en tout cas l'importance de ce qu'ils sont en train de vivre et on a quand même la chance d'être dans une place ultra privilégiée, de passeurs d'émotions, de témoins d'exploits. Et voilà, ma place aujourd'hui, l'échanger avec un athlète quand j'en côtoie un certain nombre en dehors, je vois les sacrifices que ça demande aujourd'hui d'être athlète de haut niveau,
et à tous les niveaux, hein. On parlait de notre petite vie privée, mais eux, il y a la vie privée, il y a le business qui doit tourner autour. C'est des sacrifices monstrueux aujourd'hui d'être athlète de haut niveau, et je les admire, mais je ne prendrai pas leur place, non. Ok. Est-ce que vous vous sentez jugé en permanence? Pas forcément juste si vous faites des erreurs ou dites le mauvais prénom, mais est-ce que vous sentez, voilà, à chaque fois, sur chaque événement, potentiellement, si on n'est pas bon, on se fait virer? Bah après, moi, je disais en rigolant, alors après, Clément, il dira lui ce qu'il en pense, mais en fait, ça fait partie du job, entre guillemets. Moi, ce qui est hyper intéressant, c'est que je suis dans un métier, on a moins ça. C'est-à-dire que moi, je suis prof, bon, je rentre en classe, mes élèves, il y en a certains qui ont peut-être trouvé que mon cours a été nul, mais ça ne présagera pas de ma présence le lendemain ou l'année d'après dans l'éducation nationale. Il a fallu apprivoiser ça, en fait. Moi, c'est vraiment un truc, moi, je suis restée très longtemps dans l'ombre à travailler en tant que cordeau ou en tant que plutôt faire des stats parce que je vivais pas très très bien la visibilité, le fait d'être visible, qu'on me voit, qu'on puisse me juger, etc. Aujourd'hui, en fait, je pense aussi que le groupe dans lequel on est nous aide à gérer tout ça parce que, alors Clément pourra le dire, on est les premiers à se dire quand ça va pas, quand ça nous convient pas, quand dans le groupe il y a des façons de faire ou il y a des choses qui ne conviennent pas. Honnêtement, dans le groupe, ça fuse assez rapidement, mais par contre, c'est dit de façon à justement à ce que tout le monde progresse en fait, parce que nous, on n'a aucune envie de ne plus travailler ensemble. Donc l'idée, c'est de se soutenir. Donc cette bulle, en fait, un peu nous permet de progresser, se dire des choses quand on a besoin de se les dire. Après, moi, Clément, il sait très bien tout ce qui est réseaux sociaux, je n'y vais pas parce que je trouve ça vraiment extrêmement violent. J'y vais, je vais voir ce que font les athlètes, etc. Mais moi, bon là, je fais des interviews. Hein. Tu vas devenir une star des réseaux sociaux, Hélène. Oh bah. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que il faut bien rentrer un peu dans ce jeu-là. Mais disons que je laisse Clément se charger de la lecture. Oui, on est jugé indéniablement, mais on cherche quelque part, hein, sinon on prendrait pas la place du micro au milieu du stade ou derrière une caméra. Donc ça, faut l'accepter. Après, on est toujours le bon de quelqu'un, on est toujours le mauvais de quelqu'un. Ça, c'est mon leitmotiv. Et le jugement, oui. Le jugement, pas de n'importe qui. Et encore une fois, selon de qui ça vient, ça peut être entendable, entendu et corrigé. Ce que disait Hélène, on a la chance de se dire les choses au sein de ce groupe. Quand c'est un spectateur lambda qui donne un avis, bah ça reste un avis. Et bah ma foi, ouais, moi j'ai a priori, si l'organisateur me reprend et si la fédération me fait confiance, on a toute crédibilité à être là. Après, on l'entend et quand ça revient régulièrement, on corrige. Mais ce groupe et cette bulle nous fait effectivement du bien parce qu'on se dit les choses. Non, là t'as été too much, attention, là t'as pas été assez. Faut mettre plus d'enthousiasme, faut mettre ci, faut mettre ça. Et on avance comme ça. Et le jour où ça ne matchera plus, parce qu'on est à un travail où aujourd'hui notre voix peut plaire, notre manière de faire peut plaire, et demain peut ne plus plaire, il faudra savoir juste s'effacer avec beaucoup d'élégance et puis laisser la place à des jeunes très talentueux qui arrivent derrière et qui eux aussi devront goûter à tous ces événements. On parle des retours négatifs, mais aussi des retours très positifs. Il y a des gens en fait qui vont venir et qui vont vous dire beaucoup de choses extrêmement positives et c'est très gentil et ça fait du bien. Mais tout retour doit être pris avec un certain recul quand même. Puis ça dépend quand on nous le dit aussi, hein, parce qu'il y a des gens qui viennent en fait nous interpeller pendant qu'on est au micro. Vous êtes au milieu d'une phrase, il y a des gens qui viennent vous taper sur l'épaule. Et c'est vrai que vous pouvez avoir dans ces cas-là des réactions un petit peu, comment dire, à demander à la personne, bah laissez-moi, en fait, là je suis en train de travailler, on se verra plus tard. Voilà, tout retour qui soit extrêmement positif ou extrêmement négatif doit être pris avec voilà un petit peu de mesure parce que, comme disait Clément, ça dépend aussi qui fait des retours. C'est le jeu, quand on s'expose, il faut C'est accepter ça. que ça va avec. Ouais, j'en sais quelque chose. Quels conseils vous pourriez donner, si vous avez envie d'en donner, peut-être que vous voulez garder vos places et que vous voulez pas en donner des conseils, mais quels conseils vous pourriez donner à des jeunes que ça intéresse de faire ce que vous faites? Il faut oser, vraiment, faut pas avoir peur. Alors d'accord, il faut oser. Alors vous voyez là, vous allez voir exactement le fonctionnement de nous deux. Clément donne comme conseil, il faut oser, et moi je donnerai comme conseil, il faut savoir prendre son temps. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire ne pas tout de suite vouloir être sur les très gros événements. Ah oui, c'est différent. Qu'est-ce que tu veux dire, Clément? Je Non, suis non, non, mais d'accord. ce que je veux te dire, c'est que toi, évidemment, il faut oser, Faut c'est oser, mais vrai. on décrochera pas la Mais lune c'est tout de vrai, suite. mais par contre, il faut apprendre sur le terrain, il faut faire des compétitions, comme je disais en rigolant. Là, moi, il y a pas mal de meetings régionaux que je vais aller faire cet été, et je suis très contente parce que c'est des meetings où vous êtes tout seul, vous n'avez pas de corde, vous n'avez pas de DJ, vous n'avez pas de statisticien. Et ben là, c'est vraiment à vous d'aller chercher vos ressources, etc., etc. Et c'est ces choses-là qui sont très, très, très formatrices. Donc voilà, il faut prendre son temps, il faut oser, il faut être soi-même, parce que de toute façon, moi je pars du principe aussi que vous ne pouvez pas être autre chose que vous-même au micro.
Enfin, je veux dire, honnêtement, être quelqu'un d'autre que vous-même sur 20 ans, moi, je sais pas faire, en fait. Donc, Non, c'est pas possible. Non, mais il faut oser, faut écouter les conseils qui peuvent être donnés, pas hésiter. Et là, moi, ça, je le dis dans les interviews qu'on fait depuis qu'on a appris qu'on faisait les Jeux Olympiques. Pas hésiter à venir taper sur l'épaule aussi et dire voilà, moi ça me plairait, et on discute en fait et on échange et on se dit bah voilà, c'est possible, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et on est alors moi, transmettre, aucun problème, je crois que c'est la genèse de notre vrai métier, donc aucun souci. Et non, nos places, on veut surtout pas les garder, et plus il y aura de monde, mieux ce sera, et plus ça dynamisera et in fine valorisera l'athlète. Donc non, oser. Mais effectivement, par contre, on commentera pas tout de suite les championnats du monde ou les meetings internationaux. Il faut effectivement faire ses armes, comme tout le monde a fait ses armes sur des compétitions d'un petit peu plus bas niveau, mais où véritablement on peut s'éclater, hein. Moi, je continue à aller faire des petits meetings à droite et à gauche, des courses du dimanche matin, et je m'éclate littéralement. Il y a beaucoup moins de cadres, il y a une liberté de ton qui est absolument géniale. D'autres sports, ça vous dirait aussi, ou c'est vraiment que l'athlé? alors honnêtement, en ce qui me concerne, c'est arrivé d'avoir des sollicitations sur d'autres sports, surtout que des voix féminines, anglais, français, c'est des choses, voilà, sur lesquelles je peux être sollicitée. Je pense que si un jour, parce que quand j'aurai 55 ans, je suis pas sûre qu'on me sollicitera autant. Bon, et puis une femme, voilà, 55 ans, je sais pas si. Mais aujourd'hui, c'est juste que j'ai pas le temps. C'est-à-dire que déjà, ce dont on parlait tout à l'heure, au niveau de vie perso, vie pro, plus l'athlétisme, c'est déjà bien suffisant. Ça vous occupe combien de jours par an, l'athlé, environ? En termes de journée, je sais pas. Là, c'est juste ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai plus de week-end, j'ai plus rien de dispo jusque mi-septembre. Moi, j'avais compté, c'est une cinquantaine de dates dans l'année. Donc ça Mm. fait un événement par semaine en gros, donc c'est énorme parce qu'un événement en présentiel, il y a aussi la préparation. Après, un autre sport, ben, il y a la question du temps, il y a aussi la question de la connaissance, parce qu'aujourd'hui, aller commenter un sport quand on n'a aucune connaissance, c'est un petit peu moins kiffant et pas très respectueux pour les gens qui le font. Après, moi, je peux aller m'essayer de temps en temps, mais plus à des soirées de remise de trophées, des soirées débats, des choses comme ça. Mais ça, c'est un peu plus transverse, on va dire. Mais d'autres sports, non. Et puis aujourd'hui, non, moi, j'ai pas le temps, effectivement. Et pour terminer, est-ce que vous avez d'autres passions dans la vie, ou est-ce que c'est que l'athlé? Pour qu'on vous connaisse un petit peu mieux en dehors de ce que vous faites dans l'athlé. Bah, je pense que, alors Clément, tu me reprendras si on a la chance d'être assez passionné par nos métiers aussi. Moi, je suis prof d'anglais et j'adore, vraiment, j'adore mon métier. C'est une question que moi, on me pose régulièrement, Clément, j'imagine aussi. Pourquoi tu te lances pas que dans l'animation? Bon, il y a plusieurs raisons, mais une des raisons principales, c'est que j'aime vraiment être avec mes élèves. Et puis j'ai plein d'autres responsabilités. Je suis pas que prof d'anglais dans mon collège, j'ai d'autres responsabilités parce que j'aime ça. J'aime accompagner mes élèves de collège dans les années troubles de l'adolescence, etc. Et j'ai vraiment une vraie passion pour mon métier. Oui, oui, bien sûr qu'il y a d'autres passions, et la vie sans passion, elle est terne, donc faut en avoir des passions, évidemment. Ça fait un peu tarte à la crème, mais je vais le dire quand même. Moi, j'ai une vraie passion pour ma famille, parce que c'est notre essence du quotidien, en fait, que ce soit ma femme ou mon fils. C'est aussi pour eux qu'on se lève le matin, et ça donne beaucoup de sens, en fait, à tout ce qu'on peut faire. Moi, j'ai une passion pour les voyages, la découverte de l'autre, et effectivement pour mon métier. Et c'est marrant parce que en fait tout va s'imbriquer. Et moi, je suis responsable d'un centre de formation, donc je les accompagne pas dans l'adolescence du collège, mais plus dans leur choix professionnel. Et c'est accompagné. Et quand on fait du commentaire, on accompagne l'expérience du spectateur, on accompagne l'athlète dans la valorisation de sa performance. Donc en fait, tout est lié, tout est imbriqué. Et c'est ça qui donne corps et qui donne sens aujourd'hui à ma vie, et c'est bien. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et que vous pensez qu'il faudrait qu'on aborde? Vivement le mois de juillet. Je dirais peut-être juste le temps de préparation que demande une compétition quand même. Mhm. Parce qu'on parle des week-ends où on est présent sur les compètes, mais un championnat de France élite, je sais pas, il faudrait qu'un jour on calcule à l'échelle de l'équipe entière le temps de travail que ça représente. Je dirais qu'à titre personnel, je sais pas, il y a au moins 4, 5, 6, 7 heures Alors, en plus de la veille, hein, en plus de la veille quotidienne, c'est juste que chaque événement, ça demande un... Par exemple, ce week-end, les interclubs, moi, je serai avec le Haute-Bretagne Athlétisme et le Stade Rennais. On m'a demandé de faire du micro. Bah, il faut que je prépare toutes les stats sur les athlètes élites de ces clubs-là. Préparer une compète, là, les JO, ça va être un temps de préparation qui va crever le plafond quand même. Et le fait que nous, on est la face visible d'un iceberg.
Et en fait, nous, on nous voit, nous, on nous entend, mais il y a plein de gens qui derrière travaillent, que ce soit sur le stade ou que ce soit à la télé. Il y a des techniciens, il y a des statisticiens, il y a des coordos, il y a des caméramans. Et en fait, tous ces gens-là, on les voit pas, mais sans eux, on n'est rien ou pas grand-chose et on n'arrive pas à bosser et à rendre la partition à la fin. Donc vraiment, ça, c'est aussi, c'est un vrai travail collectif et c'est un travail d'équipe. Et en fait, on n'est jamais vraiment seul sur une compète d'athlètes. Même si au final, il y a que la voix de celui qui parle qu'on entend, mais derrière, il y a plein de gens. Ouais. Sur des élites, on est une équipe, alors entre athlètes TV et terrain, on est une douzaine. Et une douzaine où on travaille tous un peu dans le même sens. C'est-à-dire qu'on va tous communiquer pour se passer des infos en fonction de qui est où. Mais on est quand même une douzaine pour l'équipe d'animation. Sans compter tout ce qui est caméraman, etc., évidemment. Là, on parle juste en termes de membres du jury, parce que ça, c'est aussi important de le dire, c'est que l'équipe d'animation de la Fédération française d'athlétisme, sur tous les championnats de France, etc., est bénévole. Et souvent, les gens pensent que nous, on n'est pas bénévole, alors qu'on est, c'est une des règles de fonctionnement du groupe, c'est sur tous les championnats fédéraux, nous sommes bénévoles. Nous faisons partie du jury. Ok. Donc, si vous n'avez plus rien à ajouter, il me reste à vous souhaiter une bonne année 2024. Profitez du calme avant la tempête, même si c'est bientôt la tempête. La saison a déjà commencé. Le vent commence à se lever quand même, tout doucement. Mais c'est une belle tempête. Hein. C'est une jolie tempête, ouais. Ouais. Vous reviendrez après pour nous raconter ? Avec plaisir. Why not ? Voilà. Merci à tous les deux. Merci. Merci beaucoup. Merci Hélène, merci Clément d'avoir accepté mon invitation. Et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Partagez-le avec vos amis passionnés d'athlètes et abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer les prochains. Et si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez aussi faire une petite contribution via Tipeee. Je vous mets le lien dans les notes. Tous vos dons, à partir de 1 € contribuent aux prochains épisodes. Merci et à la semaine prochaine.